Oui, je crois que ça devrait aller. Merci. Donc bonjour à tous et merci pour l'invitation à prendre la parole à l'occasion de ce panel, ces discussions, parce que je pense que c'est un sujet très important. Et puis ça me donne aussi l'occasion peut-être de donner plus d'informations sur le FNRS, voire de démystifier certaines idées reçues. Et donc je vous parlerai en bref du FNRS, donner quelques chiffres clés. Et puis surtout, puisqu'il est question du problème de la valorisation des publications, je parlerai un peu des commissions scientifiques. J'évoquerai aussi les dossiers de publication soumis au FNRS, en quoi ça consiste. Je parlerai brièvement des publications de la Fédération Wallonie-Bruxelles et surtout, j'essaierai de montrer que l'importance de la bibliométrie et des métriques au FNRS reste assez relative. Je donnerai des chiffres à cet égard. Et puis je terminerai par quelques questions qui sont abordées dans le texte de présentation de cet après-midi. Donc en bref, le FNRS, donc nous sommes une fondation privée d'utilité publique qui a été créée en 1928 suite à un appel lancé par Sa Majesté le roi Albert Ier à l'occasion des 110 ans de Cockerill. Alors depuis le début des années 90, en raison des communautarisations, le FNRS supporte la recherche dans les universités francophones, tandis que le FWO a été créé pour supporter la recherche dans les universités de la communauté flamande. Alors nous supportons tous les domaines de la science, tant au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche stratégique. Nos ressources sont, 90% disons de notre ressources, ce sont des subventions publiques, avec par ordre décroissant d'importance la Fédération Wallonie-Bruxelles, puis l'État fédéral et puis la région wallonne. Alors, un chiffre particulièrement clé, nous sommes l'employeur d'à peu près 1800 chercheurs à différents stades de leur carrière, donc doctorants, jeunes postdocs et chercheurs permanents. Ils sont tous accueillis dans l'une des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, si on regarde sur le diagramme de gauche du slide, au niveau de nos investissements en recherche en 2020, je pense que ces chiffres sont 2020 ou 2021, j'ai oublié de le signaler, nous avons consacré 112 millions d'euros aux bourses et salaires des chercheurs, des 1800 chercheurs. Et le reste était consacré pour 55 millions d'euros à des crédits, projets et équipements, puis 20 millions d'euros pour les collaborations internationales, et cela comprend également les collaborations avec la communauté flamande. Si vous vous rappelez, les PAI ont été supprimés, mais ont été remis à jour finalement par une collaboration entre le FNRS et le FWO sous la forme de EOS, Excellence of Science. Et puis alors aussi, on a du mécénat, on a du sponsorship, surtout du mécénat. Bon, Télévie est très connu, c'était plus de 13 millions il y a encore 2 ans. On a un tout petit peu souffert du Covid, mais ça reste très important, en tout cas au-delà de 10 millions d'euros. Et on reçoit aussi de façon croissante des legs qui sont ou pas affectés à des domaines privilégiés et qui nous permettent de donner un effort particulier dans des domaines de recherche au-delà de notre subvention publique. Donc par exemple, on a clôturé récemment un appel à projet pour la recherche en maladies cardiovasculaires. Alors, notre ADN, notre leitmotiv, c'est la liberté de chercher. Donc, ça veut dire que les projets sont introduits par les chercheurs sur base de leur propre initiative, dans les domaines de leur choix. Il n'y a pas de domaine privilégié a priori. Et puis, donc, on fait confiance aux chercheurs. Ils ont une liberté de chercher à partir du moment où la qualité de leur projet a été reconnue dans une procédure d'évaluation internationale qui est transparente et qui est rigoureuse, bien sûr. Et donc, notre cœur de métier, c'est vraiment, donc c'est ce qu'on appelle le bottom-up, et notre cœur de métier, c'est vraiment l'évaluation scientifique, à côté de la politique scientifique, l'organisation d'appels à financement, la gestion administrative, financière, collaboration internationale, communication, etc., bien sûr. Alors, au niveau j'ai parlé de l'évaluation de notre corps de métier, donc on réunit à peu près une soixantaine de jurys et de commissions scientifiques par an, et je vais me concentrer sur les 14 commissions scientifiques FNRS qui évaluent dans des sessions séparées 2 fois par an, d'une part les candidatures à des bourses et des mandats, et d'autre part les demandes de financement pour des projets, des crédits, des équipements. Donc ces commissions au nombre de 14 sont composées de 15 membres, dont 9
qui viennent de l'extérieur de la communauté française, dont le président ou la présidente. Et les champs scientifiques couverts par ces commissions sont identifiés par des champs descripteurs. On utilise 406 champs descripteurs, 333 qui sont ceux du Conseil européen de la recherche, c'est-à-dire de l'ERC. Et puis on a ajouté 41 champs descripteurs FNRS pour tenir compte de spécificités d'activités de recherche en communauté française. Juste un exemple, par exemple, criminologie, qui ne faisait pas partie des champs descripteurs de l'ERC, mais qui est un champ d'action important en communauté française. Et puis également 32 champs descripteurs interdisciplinaires, par exemple développement durable, entre autres. Et puis alors, en amont des réunions de ces commissions scientifiques, nous sollicitons l'avis d'experts scientifiques internationaux à distance, qu'on identifie pointus. Donc on a plus de 15 000 experts internationaux à ce jour, et donc par année, on reçoit plus de 3000 rapports d'évaluation réalisés par ces experts. De façon plus concrète, vous voyez ici, c'est un diagramme de graphe où chaque commission scientifique est représentée par un cercle. En bleu, la partie supérieure, ce sont les 4 commissions scientifiques en sciences exactes et naturelles. Au milieu, en rouge, les commissions scientifiques en sciences de la vie et de la santé. Et puis dans la partie inférieure, en vert, les 5 commissions scientifiques en sciences humaines et sociales. Donc vous voyez par exemple ici, SHS1, qui doit intéresser pas mal de gens ici à Saint-Louis, je pense, on décrit globalement les domaines de ces commissions. Donc la SHS1, c'est tout ce qui est sociologie, anthropologie, communication et sciences politiques. Ensuite, la position respective de ces commissions est pseudo-aléatoire, mais liée aux interactions entre commissions. Donc une ligne va représenter une demande entre 2 commissions, donc va représenter une demande introduite dans une commission X, qui va emprunter un champ descripteur dans la description de la demande dans une commission Y. Donc plus il y a de lignes, plus il y a d'interactions entre ces commissions. Et vous pouvez voir donc par exemple que la SHS1 a beaucoup d'interactions avec les autres commissions scientifiques du domaine des sciences humaines et sociales. On n'en a aucune avec les bleus du parti supérieur qui sont sciences exactes naturelles, mais on a avec la SVS4 qui est tout ce qui concerne donc la plus proche d'elle, la rouge la plus proche d'elle, ici, qui sont les recherches médicales. Et également avec Foresight, qui sont des recherches transdisciplinaires liées au développement durable. Donc comme ça vous donne un peu une idée concrète des commissions FNRS. Alors, chaque demande de financement est accompagnée d'un dossier de publication qui est téléchargé, généré en fait sous format PDF par les dépôts institutionnels. Et les formats ont été discutés avec les responsables des bibliothèques des universités. Et donc vous voyez ici la liste de ces publications. C'est au nombre, il y a 6 catégories. 1, des ouvrages publiés comme auteur, co-auteur ou éditeur. 2, des chapitres d'ouvrages en tant qu'auteur ou co-auteur. 3, des articles publiés dans des journaux à comité de lecture, ou bien une catégorie jugée équivalente dans la discipline concernée qui devrait être justifiée. 4, des articles publiés dans des actes de conférence. 5, des présentations orales dans des conférences et comités scientifiques de sélection, et les posters ne sont admis que pour des mandats doctoraux. Et 6, des brevets. Alors, l'importance, il y a une hiérarchie ici, mais en fait, cette hiérarchie est fixée au sein de chaque commission scientifique par les pairs qui la composent. Donc, si on reprend la commission SVS4 pour les recherches médicales, l'attention sera massivement portée sur le partie 3, les articles publiés dans des journaux à comité de lecture. Et c'était évoqué par une des panélistes à la session précédente. Mais par contre, dans certains domaines des sciences humaines et sociales, l'attention va être extrêmement focalisé sur les ouvrages, la catégorie 1, les ouvrages publiés en tant qu'auteur, co-auteur ou éditeur. Donc c'est vraiment les pairs du domaine qui vont reconnaître entre eux quelle est l'importance apportée au type de publication, et c'est pas le FNRS qui leur impose en top-down des critères quantitatifs à ce niveau-là. Et on retrouve même ces nuances au sein d'une même commission scientifique. Donc par exemple la SHS5 traite des dossiers en économie et en droit. En droit, on publie massivement en français dans des journaux, des revues nationales. En économie, il y a quand même une tradition très forte de publication en anglais dans des revues internationales. Et donc là, au sein de la même commission, bien, les économistes respectent parfaitement les traditions des juristes et inversement. Donc ça ne pose pas de tension, ça ne pose pas de problème. Et alors, au niveau de toutes les commissions scientifiques, il y a vraiment un traitement homogène dans le sens où 40% d'un dossier, de l'évaluation d'un demandeur pour une bourse
un mandat plutôt postdoctoral, on donne 40% un critère, la qualité du candidat. Et donc là, évidemment, les publications, le dossier publication est un élément très important de ce critère, de la note qui sera donnée. Mais il n'est pas seul, il y a aussi la réputation qui peut être attestée par des lettres de référé, par des invitations à des conférences internationales ou aussi par des prix. Puis pour le reste, on prend compte également la qualité du projet, le potentiel de reconnaissance et l'environnement. Alors, au niveau des publications de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc de notre point de vue, une publication FWB, je vais raccourcir, c'est une publication qui implique un co-auteur, au moins un co-auteur qui a une affiliation institutionnelle à l'Université de la Communauté française de Belgique ou FWB. Et donc, un chercheur italien qui parle anglais avec un petit accent italien, pour nous, c'est un membre qui est rattaché à l'université de la Fédération Wallonie-Bruxelles est considéré comme une publication FWB. C'est pour répondre à votre question. Donc c'est important, ces publications. Alors, on a regardé sur Scopus entre 2012 et 2021. Donc, on a recensé 46 726 publications de la FWB en open access. Ça représentait 50,3% de l'ensemble des publications des chercheurs de la FWB recensées sur Scopus. Alors, vous voyez d'ailleurs sur ce diagramme l'évolution quand même rapide, importante, de la proportion des publications de nos chercheurs en open access. Et c'est certainement dû aux mandats institutionnels qui ont été pris par le FNRS, mais par les universités également, et aussi par les partenaires internationaux. Au niveau de la langue des publications, 6062 publications, des publications associant un chercheur FWB sur la même période dans Scopus étaient rédigées en français, ce qui représente 6,5% du total des publications. Mais c'est un chiffre qu'on constate en diminution au cours des dernières années. On a évidemment conscience qu'il y a une couverture partielle des productions scientifiques, des sciences humaines et sociales dans Scopus. Mais simplement, c'est un outil qui nous permet de tirer certains chiffres intéressants, mais avec cette réserve-là. Et on a effectivement identifié que Brussels Studies y était référencié, comme vous l'avez dit. Alors, au niveau des impacts locaux, en fait, on a regardé sur les 5 dernières années, on a 41 octrois de financement du FNRS, ça peut être des bourses ou des crédits ou de l'équipement ou des mandats, donc 41 octrois qui comportaient Ville de Bruxelles dans le titre ou le résumé du projet. Ça représente 1,3% du nombre total d'octrois sur la même période. Alors c'est certainement sous-estimé parce qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui peuvent avoir un impact local, mais qui ne le mentionnent pas dans le résumé ou le titre. Et dans nos outils actuels d'analyse de texte, on ne les détecte pas pour le moment. Et puis ici, il y a aussi des projets qui sont des projets de sciences participatives, de recherche transdisciplinaire, qui ont aussi des acteurs locaux et qu'on n'a pas détectés. Donc c'est vraiment un chiffre minimaliste que je donne à ce niveau. Les publications, on a regardé les publications de la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau des revues scientifiques. Ici, vous voyez les 10 revues scientifiques qui regroupent le plus grand nombre de publications de chercheurs FWB recensés sur Scopus, toujours dans cette période 2012-2021. Et donc, on revoit effectivement les revues médicales de Liège, la Louvain médicale et à la revue médicale de Bruxelles. Et je dois vous avouer que j'étais un peu étonnée. Et maintenant, je comprends. Enfin, vous nous avez donné en partie une explication, puisqu'il y a une reconnaissance aussi par l'INAMI des publications. Et donc, voilà, il y a une grande attractivité de la part des chercheurs, des médecins locaux pour ces revues. Et je trouve que c'est très, très bien. Mais je n'avais pas anticipé ce résultat quand on l'a vu. Ensuite, dernier point avant quelques questions finales, je pense que je reste... Très bien, merci. La question de la bibliométrie et des métriques, je crois que c'est une question très sensible, très importante. Donc on demande au candidat ou à la candidate donc, qui introduit une demande de financement le nombre total de publications, le nombre total de citations, le H-index, le nombre moyen de citations, tout cela à partir d'une source choisie librement par le candidat ou la candidate, il suffit de le spécifier. Ça peut être sur Scopus, sur PubMed ou sur Google Scholar, mais surtout, il y a la possibilité de préciser que ça n'est pas pertinent. Donc le candidat ou la candidate peut dire, eh bien écoutez, ces indicateurs bibliométriques ne sont pas pertinents pour mon domaine de recherche. Et c'est le cas, j'ai repris l'exemple, alors les SVS4, là aussi, Anne Peretz nous a évoqué ce fait, en SVS4, les recherches cliniques, tous les candidats, 100%, renseignent leurs indicateurs bibliométriques. Si je vais
par exemple, sur la SHS4, qui est la commission scientifique en histoire et archéologie, là, il y a 70% des candidats qui ne renseignent pas le Rich Index, et pour une partie d'entre eux disent ça n'est pas pertinent. Si on regarde la SHS1 que j'ai déjà citée, c'est 30% des candidats qui estiment que ces indicateurs ne sont pas pertinents pour leur activité. Et alors en plus, c'est ça, je crois que c'est très important, et ça répond en partie à des questions, c'est qu'il y a dans les formulaires de candidature une case stratégie de publication, qui est une case optionnelle, mais qui permet à un candidat d'expliquer aux membres de la commission sa stratégie. Pas obligatoire, mais la stratégie, ça peut être de dire, par exemple, bien voilà, mes recherches ont un caractère local et pour leur diffusion des résultats, j'aurai plus d'impact, en tout cas, d'assurer un minimum de publication dans des revues locales, parce que là, l'impact sera assuré. Et donc, les gens peuvent commenter ça. Je crois que c'est très important. Et pour essayer de vous persuader que ce n'est pas juste de la bibliométrie, donc, vous voyez, ici, j'ai repris en 2021, toujours dans la commission SHS1, pour pas alourdir, juste quelques exemples de 4 chercheurs qui se sont vus octroyer un mandat postdoc, c'est-à-dire un mandat de chargé de recherche. Donc, par exemple, une anthropologue qui avait 10 publications, un H-index de 4, et qui était 6 ans après sa thèse doctorat. Et puis, plus à droite, un sociologue qui avait 8 publications, un H-index non renseigné, et 2 ans après sa thèse. Et puis, une chercheuse en sciences politiques, 3 publications, un H-index de 1 an après sa thèse, ou encore ici, un chercheur en sciences politiques, 4 publications, un H-index de 3, le PhD défendu en mai 2021, donc quelques jours avant les réunions de la commission scientifique. Donc je pense que ça, c'est important de s'en rendre compte. Je voudrais aussi signaler que, et c'était dit par Christian van der Motten, le FNRS, son conseil d'administration, a vraiment une volonté de placer la qualité intrinsèque de la recherche au cœur de l'évaluation. Ce n'est pas forcément facile, mais dans ce sens, on a signé récemment la déclaration de Dora, qui vraiment privilégie, enfin, on devrait privilégier le contenu scientifique, oui, j'ai presque fini, le contenu de la scientifique, à la réputation de la revue, c'est important. Et donc, à partir de maintenant, on va demander aux candidats de joindre aussi à leur dossier de candidature 5 exemplaires complets des publications qu'ils estiment les plus représentatives. Et donc, ça facilitera le travail. Les membres des commissions vont pouvoir avoir accès facilement. Je pense, je vais juste terminer ici, je n'aborderai pas les questions, ce sera peut-être abordé dans le débat. Pour terminer ici, mais voilà le même exemple ici, ce sont des chercheurs qualifiés qui ont été sélectionnés lors de l'appel Bourse Mandat 2021. On porte le H-index en fonction du nombre de publications pour les 3 grands domaines, sciences humaines et sociales à gauche, sciences exactes de la vie et de la santé, sciences exactes naturelles. Chaque point, c'est un chercheur. Et chaque étoile mauve, c'est un chercheur qui a été sélectionné et qui est financé. Et donc, vous voyez, par exemple, en SHS, vous avez des chercheurs qui ont été sélectionnés pour un mandat de chercheur qualifié avec un H-index de 0. Et à l'inverse, un autre qui avait un H-index de 80. Donc toute cette diversité est vraiment très importante. Et d'ailleurs, je constate avec plaisir que nous avons ici un chercheur qualifié qui faisait partie du Plano, Clément, qui a parlé finalement aussi, qui s'investit dans une recherche locale ou dans une revue locale, ce qui n'a pas empêché d'être nommé chercheur qualifié du FNRS. Et donc j'aborderai les autres questions lors du débat. Merci. Merci beaucoup, Véronique Ailloin.